La campagne de second tour des primaires de droite, aussitôt commencée, s'est emballée, et le spectacle devient surréaliste. Juppé qui, il y a 4 jours, revendiquait mener une campagne, je cite, de dignité, de respect de ses concurrents et de refus de la surenchère, sombre maintenant dans la vindicte, la caricature virulente, l'attaque sous la ceinture, la mauvaise foi. Et il est soutenu ouvertement par l'Obs et Libération, excusez du peu, tandis qu'il est adoubé aujourd'hui par Madame Taubira. Suicide, mode d'emploi. Sauf à imaginer une mobilisation plus massive encore qu'au premier tour des électeurs de gauche qui n'ont pourtant rien à faire dans ce processus, mais qui s'y invitent sans vergogne. Sans parler de la Seine-Saint-Denis. Pour ajouter à la confusion générale, le FN ajoute sa voix à celle de Juppé et de toutes les gauches pour tirer à vue, à peu près dans les mêmes termes, sur Fillon. Fillon qui n'était pas prévu au programme de ces brillants analystes. Et cela avec d'autant plus d'aigreur que les raisons profondes du succès de l'ex-collaborateur sont autant de mises en cause de la ligne philippotiste, à tous égards. Sur l'immigration et l'identité, les plus clairvoyants de ce parti, et qui restent malgré tout, ont beau jeu de rappeler le passif de Fillon, ses actes et ses déclarations du passé, pour tenter de le contrer. Mais, manque de bol, comme dirait Hollande, c'est trop tard. L'électorat dit de droite, que Philippot a toujours refusé, n'est plus orphelin depuis qu'il a trouvé Fillon. C'est trop tard en tout cas pour 2017. C'est ballot pour quelqu'un qui en appelle au peuple et qui ne se veut ni à gauche ni à droite, enfin, surtout pas à droite, de telle sorte qu'il ne lui reste guère que la gauche d'où il provient, mais qui a oublié qu'il y a non seulement un peuple de gauche, mais aussi un peuple de droite, et que ce dernier est bien présent dans les couches populaires, que le rejoint aussi à grande vitesse celui de gauche qui n'en peut plus et qui n'en veut plus des simagrées sociétales et de l'immigrationnisme mondialiste des partis lointainement issus de la gauche. Fillon, de son côté, après une première réaction irritée à la mitraille, revient judicieusement à la posture qui le promet à la présidentialisation, lui qui est le barycentre de la droite de gouvernement, c'est-à-dire qui en représente toutes les contradictions, sous le leurre d'une synthèse personnelle qui ne tient qu'à des ambiguïtés que le réel se chargera bien vite de lever. Un nombre visiblement croissant de nos concitoyens succombe à la fillonite, soit à la projection naïve de ce que les uns et les autres voudraient entendre dans son discours. Sarkozy disait à chacun à tour de rôle ce qu'il voulait entendre, jusqu'à montrer à tous la girouette sans foi ni loi qu'il était. Fillon, plus subtil, envoie à chacun des messages subliminaux, enrobés dans une position typiquement filloniste, c'est-à-dire ménageant la chèvre et le chou jusqu'à la caricature. Cela a toujours été sa marque de fabrique. L'ambiguïté de Fillon sur presque tous les sujets n'est guère moindre que celle de Hollande en 2012, et ses contradictions y tout. Ces contradictions qui sont toutes fondées sur une contradiction de base, le libéralisme conservateur, cette contradiction dans les termes. Vous adorez maintenant Fillon ? Vous aurez le libéralisme avec son cortège de destruction sociale et de liquidation du pays, et pour le reste, vous aurez la modernité modernante en son expansion irrémédiable à tous les domaines. C'est-à-dire que la conservation en sera pour ses frais, comme toujours, sans même parler de restauration. La déception, une nouvelle fois, risque d'être rapide et grande, à la dimension de ce nouveau leurre. À moins qu'une fois en situation, Fillon ne prenne à bras-le-corps les choses, ou bien ne soit pris par elles, et qu'il sache alors trancher du bon côté, c'est-à-dire du plus risqué, ce dont on peut légitimement douter. Je ferai plus confiance à M. Trump, c'est dire. Par exemple, c'est très bien de constater l'impossibilité foncière du fédéralisme européen, et l'échec de l'Union européenne, de vouloir reformuler l'Europe autour des 6 pays fondateurs et la réorienter sur l'essentiel commun, la civilisation, tout en récupérant l'essentiel de notre souveraineté. Ce n'est pas dit aussi clairement que cela, mais admettons que ce soit ce qu'il faille entendre, projetons, comme nous le disions. Mais tout de même alors, quid des voies et moyens pour y parvenir ? Ne serait-ce que cela,
Il faudrait sortir de la CEDH pour appliquer certaines des mesures qu'il préconise. Ne parlons pas de la question des frontières, ni des travailleurs détachés qui remettent également en cause les fondamentaux de l'Union européenne. Comment le fera-t-il tout seul dans le cadre actuel? Là-dessus, il ne dit rien, et pour cause. Sauf bras de fer type qui tout double, périlleux et incertain, il n'obtiendra rien, ou des aménagements d'aménagements à la marge, ce qui reviendrait au même. Il n'a ni plan A, ni plan B. Quant à la contradiction de fond, libéral-conservateur, qui est précisément ce qui séduit chez lui, grosse de toutes les déconvenues évoquées, je renvoie aux différents JT qui en ont parlé, notamment les derniers. Pour cette raison, le FN, qui a tout à perdre lors des élections de 2017 désormais, au vu de son positionnement aussi autiste qu'artificiel, pourrait bien compter, après une défaite cinglante, sur un effet mécanique de retour de balle à l'étape suivante, comme cela a déjà été le cas. Mais cela ne nous arrange en rien. D'une part, le temps presse, et d'autre part, sur ses positions actuelles, et s'il les poursuit, il se gaufrerait tout autant. Sachant que de toute façon, la machine à l'heure restera prodigue. Elle a d'autres Fillon ou assimilés en stock. Ce genre de yo-yo est pour ce parti précisément le moyen de rester ce qu'il est. Un exutoire inutile, un leurre comme les autres, un obstacle à l'émergence d'une force politique réellement à même de bouleverser la donne. Hélas. Et la gauche. Du coup, Hollande fait savoir qu'il se déclarera bientôt. Comme le suggère avec ironie un membre de notre forum, les gens de droite devraient à leur tour polluer en masse la primaire de gauche en votant pour Hollande. Pourquoi pas? Mascarade pour mascarade. Cela étant, que Fillon nous débarrasse de Juppé après Sarko, c'est ce qu'il faut souhaiter vivement et encourager, quand bien même Juppé serait plus logique en un sens, qui aurait permis l'émergence du parti unique ou de la fédération des centres en tout genre au service de la seule politique autorisée, qui est une anti-politique et une liquidation du pays. Cette clarification se fera tôt ou tard, avec d'autres. Il y a de quoi faire, vu l'invraisemblable salmigondis dans lequel nous pataugeons, et elle interviendra dans les affres des crises à venir, ce qui seulement garantira qu'elle puisse déboucher sur quelque chose de véritablement neuf, c'est-à-dire en l'occurrence de très ancien. Il vaut mieux que ce soit le leur Fillon qui échoue à l'épreuve du pouvoir, plutôt que les tenants les plus orthodoxes de la ligne officielle. Et que ceux qui le portent et qu'il ne comprend pas bien ou dont il se joue se renforcent par des succès même très provisoires et par l'expérience, plutôt que ne s'entretiennent sa résignation. Enfin, le caractère inouï que prend cette campagne, de tous côtés, l'emballement délirant des choses, le méli-mélo où plus personne ne sait où il habite, tout cela recouvre en effet toujours plus les vrais clivages et enjeux. Mais ce tohu-bohu peut aussi être favorable, en fin finale, à leur émergence, leur révélation, ce qui doit être notre but. Et il ne s'agit en l'occurrence ni de droite versus gauche, en effet, ni de libéral versus étatiste, ni même de souverainiste versus mondialiste, mais de classique versus moderne, car pour tout dire, l'enjeu est celui de la civilisation. Le peuple et le pays attendent Godot. Pour prolonger un peu ce que nous disions hier et revenir sur des choses vues de plus haut. La démocratie est vue par les modernes comme l'incarnation du processus de création de l'ordre social fondé sur le contrat. Sa vocation est de faire perdurer cet ordre social, ce qui suppose son actualisation permanente. Donc, de concevoir la démocratie non comme un mode neutre de désignation des responsables, mais comme un processus émancipateur, foncièrement progressiste. Quand le peuple croit qu'il s'agit d'un processus décisionnel axiologiquement neutre, il en va tout autrement pour les élites politiques et intellectuelles, qui n'y voient que la chambre d'enregistrement du processus inéluctable et indispensable du progrès. On ne le voit que trop bien ces derniers temps. Quand le peuple vote bien, la démocratie est encensée, et le peuple docile est reconnu. Quand il vote mal, on dira qu'il cède au populisme et que la démocratie est un problème. On dira aussi que le peuple est illégitime, arriéré et haïssable. Le référendum de 2005 est à cet égard on ne peut plus significatif. Et l'on pourrait donner bien d'autres exemples de cette forfaiture. Voilà en quoi consiste, pour l'essentiel, le dit fossé entre élite et population.
Son aggravation tient à ce que l'émancipation du peuple n'est plus à l'ordre du jour, mais au contraire sa liquidation. La démocratie des modernes, et celle-là seulement, il va sans dire, n'est pas le lieu du débat libre et ouvert sur le bien commun entre membres et corps d'une société donnée. Elle est le vecteur idéologique d'une volonté univoque d'accomplissement de la fiction du contrat social. Le seul débat autorisé, c'est celui des intellectuels à la solde de cette idéologie, et le peuple n'est là que pour dire Amen. Se mêlerait-il de faire valoir son idée qu'on le contournera, diabolisera, calomniera, et persuadera par tous les moyens, y compris coercitifs, de son erreur insupportable, de sa ringardise, de son tropisme rétrograde, jusqu'à la psychiatrisation s'il le faut, les fameuses phobies. Mais calons-nous dans le canapé, regardons nos politiciens s'agiter en tous sens, prenons du bon temps, et persuadons-nous que tout cela ne peut que très bien se finir.